Salam alaikum azulfillaoun, bonjour. Le pouvoir est à la veille de grands bouleversements. Bientôt, il va devoir trancher dans le vif, réduire la voilure, comme on dit, préparer une hypothétique succession, se rééquilibrer de l'intérieur. Bientôt, la machine à corrompre les masses, à les endormir, va tomber en panne. Cela ne fait plus aucun doute. Ce qui ne manquera pas d'ébranler la cohésion de ses alliés naturels, mais aussi d'aggraver la détresse de larges couches de la population déjà très éprouvée économiquement. Alors, pour sa propre survie, ce régime va devoir user des centaines de milliers de policiers, de gendarmes, de militaires qu'il paye grassement et qu'il avait préparé pour cet objectif, justement, réprimer de façon violente toute velléité de le chasser, toute révolution populaire naissante, étouffer dans l'œuf toute contestation politique de fond. Mais, pour pouvoir mener cela sans soulever de tollé au sein des opinions publiques internationales, il a besoin de recourir, il aura besoin de recourir à une méthode qu'il a déjà éprouvée dans un récent passé et qui a été copiée avec une sanglante efficacité par Bachar el-Assad. Ce régime, finissant, va devoir se régénérer, renaître de la dévastation qu'il a menée au pas de charge depuis qu'il existe, se refaire une virginité, une mue. Il aura besoin de se montrer sous un jour déjà vu, celui du rempart de la laïcité contre la barbarie djihadiste. Ce sera sa prochaine méthode pour maquiller la violence qu'il va utiliser contre le peuple. Il sera donc, encore une fois, le sauveur de la République en guerre contre l'obscurantisme, l'intégrisme, le fanatisme islamiste. Il sera vital pour lui de transformer l'immense contestation qui va se lever contre lui en insurrection djihadiste, comme il l'a réussi dans la décennie rouge et comme est en train de le réussir après lui le boucher de Damas. Sa survie dépendra de sa capacité à transformer une révolution populaire pour la dignité et la démocratie, pour le recouvrement de la souveraineté populaire, en menace djihadiste contre l'État républicain, celui qui a eu le courage de réaménager des dispositions juridiques moyenâgeuses, celui qui n'aura pas craint de mettre sa propre pérennité en jeu pour libérer le pays du carcan conservateur. Et donc, une fois qu'il aura opté pour le recours à une telle stratégie, il lui faudra néanmoins actionner les déclencheurs qui amèneront la situation où il veut qu'il soit. Et cela a déjà commencé, puisqu'il a déjà commencé à entreprendre, à la hussarde, une révision radicale de problématiques particulièrement sensibles, comme le Code de la famille par exemple, et dans le même temps qu'il s'engouffre dans ces sujets hautement explosifs, il instrumente lui-même certains milieux islamistes et les fait hurler à l'apostasie, au viol de la loi fondamentale, des principes sacro-saints de la nation, etc. Et ces islamistes qui réagissent au quart de tour, on ne peut plus maladroitement, on ne peut plus aveuglement, ne savent pas encore, comme ils ne l'ont pas su après l'interruption du processus électoral, qu'ils sont en train de faire le jeu de ceux qui préparent le décor d'une autre pièce macabre. Certains islamistes qui crient au viol des dispositions qui leur semblent les plus sacrées de notre dispositif juridique, ne savent pas qu'ils réagissent exactement comme ce régime voulait qu'ils réagissent, puisqu'ils sont en train de le faire passer pour un État courageux, qui ne craint pas d'affronter des forces rétrogrades. Et comme il faut créer tout un climat social, alors, dans le même moment, il instrumente des milieux laïcisants qu'il fait vociférer pour raser, séance tenante, toute référence à l'islam, pour entrer brutalement, sans tergiverser, dans une nouvelle ère politique où la laïcité, importée en kit,
sera le principal, si ce n'est le seul référent juridique. Il va sans dire que dans l'un et l'autre camp, la majorité de ceux qui hurlent dans un sens ou dans un autre ne savent pas qu'ils sont manipulés, qu'ils sont les acteurs inconscients d'un vaste complot. Mais certains, parmi eux, agissent en connaissance de cause, pour la simple raison qu'ils sont des agents rémunérés. Ils sont les agents d'une même entité, et pourtant ils sont dans un camp et dans le camp adverse. Aujourd'hui, Faitsreligieux.com. Vote d'une loi criminalisant la violence contre les femmes en Algérie. Les islamistes s'insurgent. europesolidaire.org. En Algérie, les conservateurs dénoncent le vote d'une loi criminalisant la violence faite aux femmes. lemonde.fr. Algérie, Bouteflika annonce une réforme du code de la famille. avec nous, Anwar Haddam, président du mouvement pour la liberté et la justice, et Amira Boraoui, membre fondatrice du mouvement Barakat. Amira Boraoui, merci d'être avec nous. Merci à vous pour l'invitation. Merci. Le régime décide, comme par miracle, de faire adopter une loi criminalisant la violence contre les femmes. Et dans la foulée, il fait dire à Bouteflika que le code de la famille va être revisité en profondeur. Ce qui, l'un comme l'autre, est une bonne chose à mon avis. Mais comment expliquer ce timing? Pourquoi maintenant, à votre avis? Oui, c'est assez étrange qu'un régime qui dure quand même depuis 52 ans maintenant, avec un président qui est à la tête du pays depuis 15 ans, décide comme ça, 15 ans après, de revoir des lois que ce même régime a lui-même instaurées. Mais il se trouve, c'est-à-dire c'est assez logique parce que c'est un régime qui se trouve acculé et dos au mur, donc il décide de mettre de la subversion un petit peu partout, de détourner les regards de Ain Salah, de ce qui se passe par rapport au gaz de schiste, etc. Je ne peux pas condamner, bien entendu, des lois qui décident de mettre à la femme, qui est un citoyen qui est censé être égal à l'homme, de la mettre à l'abri des coups. Que ce soit un homme ou une femme qui reçoit des coups, il doit être celui qui les a donnés doit être pénalisé, ça c'est clair, cela va de soi. Mais aujourd'hui, on essaye de détourner le regard et de faire parler de tout ça, et malheureusement c'est en train de marcher, et ça marche parce que finalement moi personnellement, en tant que militante, en tant que femme et en tant qu'avant-projet de citoyenne, je n'ai pas été frappée par un père ou par un mari ou autre, je n'ai été maltraitée que par ce régime. Pendant toute cette année. Je n'ai été mise dans un commissariat ramassée brutalement que par ce même régime. Donc il y a une certaine hypocrisie, effectivement. Et vous n'avez pas été choqué par la réaction quelque peu étrange de certains islamistes qui sont présents au Parlement? Est-ce que ceux qui sont présents au Parlement jouent le jeu, bien évidemment? C'est triste de voir toute une nation qui aujourd'hui subit des viols de toutes parts, un sous-sol qui est violé par des multinationales et qui s'inquiète sur quelle est la longueur légale de la jupe d'une femme. Je trouve ça très très triste de descendre le niveau à parler de vêtements et de chiffons, alors qu'aujourd'hui le pays est réellement en danger. C'est clair qu'ils essayent eux aussi d'alimenter la machine pour faire en sorte de faire parler d'autres choses et de rabaisser le niveau. Quels sont les droits, d'abord, les droits qui doivent être donnés à un citoyen ou citoyenne, quel que soit son sexe? C'est d'abord les droits de l'homme avec un grand H. En arabe, ça passe mieux, c'est huquq al-insan. Huquq al-insan, c'est-à-dire le droit de s'exprimer, le droit de pouvoir avoir des médias libres, d'être librement informés,
réformer le droit à une réelle instruction. Nous n'avons droit qu'à de l'abrutissement, qu'ils viennent de l'école ou qu'ils viennent des médias, pour endormir un peuple. Et aujourd'hui, on tente encore de le bercer avec cette histoire de femmes et c'est vraiment triste. Parce que quand on assiste à le 8 mars, il se trouve que partout dans le monde, des femmes ont manifesté pour leurs droits, mais nous, le 8 mars, la présidente de l'association Jazairuna, Madame Sherifa Khdar, qui est sortie pour faire rappeler comment la femme algérienne a été maltraitée, violée et assassinée pendant la décennie, car c'est la femme quand même qui a servi de punching ball pendant toute cette terrible épreuve. Elle est sortie et elle s'est faite tabasser par la police. Alors, ce régime est réellement hypocrite. Restez avec nous, Amira Bouraoui. Anwar Addam, merci d'être avec nous. Merci, salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Alors, quelle est votre lecture sur cette loi qui criminalise les violences faites aux femmes et trouvez-vous normal que les islamistes présents au Parlement se soient opposés à cette loi? Est-ce qu'ils ne font pas le jeu du régime? Premièrement, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, merci pour cette invitation. Salam. Actuellement, qu'est-ce qui se passe? C'est que, à mon avis, il est inconcevable, dans un état de non-droit, de discuter d'une telle loi aussi importante. C'est une loi quand même qui touche la famille, qui pour nous est la seule fondatrice de la société. Donc il ne faut pas oublier ça pour ne pas tomber dans cette manipulation. Comme il s'est passé dans le passé récent, le passé sanglant de notre Algérie, où il y a eu la manipulation de la violence après le coup d'État. C'était une manipulation de la violence. Donc, pour nous, ceci étant dit, pour nous, bien sûr, nous sommes contre toute violence faites aux femmes. Et je soutiens personnellement, et mon groupe soutient personnellement, toutes les lois qui protègent non seulement la femme contre la violence, contre ces violences, mais la famille tout entière. On protège le père, la mère, les enfants, les liens parentaux. Ça, c'est très important pour nous, mais je ne pense pas que le climat est sain pour avoir un débat. Ça veut dire, à votre avis, il faudrait un débat national de fond pour discuter de ce sujet. Ce n'est pas seulement le laisser à la merci de ce régime pour en faire ce qu'il veut, alors que c'est lui qui a élaboré ce code de la famille, en fait. Enfin, parce qu'on était partie prenante dans les années 80 sur la question de... écoutez, il faut avoir cette culture de diversité. Il faut accepter que nous avons des différences de vues, mais il faut qu'il y ait un débat civique et civil pour en discuter de ces débats. Bien sûr qu'il y a matière à débat, et ça c'est bon, c'est très bien pour une société, mais il faut qu'il y ait le climat sain. Il ne faut pas avoir un climat qui permette justement de telles manipulations et avoir ainsi des gens débattre sur des choses mais Anwar Addam, en l'occurrence, on voit bien que le régime est dans une sorte de fuite en avant. Il essaie de préparer l'avenir qui sera certainement sombre, donc il se ménage déjà le rôle, comme il l'a fait dans les années 90 et 2000, du sauveur de la République, du rempart de la laïcité contre le djihadisme rétrograde, etc. Et il se donne le beau rôle. Mais là où je ne comprends pas personnellement, et cette réaction quasi unanime des islamistes qui sont au Parlement et qui sont contre cette loi qui criminalise les violences faites aux femmes, est-ce qu'ils ne sont pas conscients qu'ils font le jeu du régime ? Enfin, vous connaissez mon point de vue à ce sujet-là. Qui est islamiste, qui ne l'est pas? Là est toute la question. En l'absence de liberté, en l'absence aux Algériens de s'exprimer librement, chacun peut se coller une étiquette, ou on peut lui coller une étiquette et parler au nom des gens. La question est là, parce que l'islam est clair en ce point de vue-là. Il n'y a aucune justification whatsoever pour faire de la violence aux femmes. Ça c'est clair. Et que donc aller contre une loi qui
qui condamne cette violence, c'est du non-sens, d'accord? Oui. Mais c'est pour ça que je dis que, à mon avis, ça c'est un faux sujet à l'actuel maintenant. Absolument. Et je pense que nos amis des autres tendances, comme votre collègue, comme votre invité, ils ont compris ce jeu-là, et je souhaite qu'ils ne tombent pas dans ce jeu-là, de diviser pour régner, essayer. Il y a une différence entre les islamistes, entre les non-islamistes, ça c'est normal, mais il faut avoir la priorité des choses. Pour nous, on veut tous œuvrer ensemble pour qu'il y ait un État de droit, pour qu'il y ait des libertés et pour qu'il y ait un véritable Parlement, afin que les gens puissent débattre civiquement, autour d'un sujet qui est très important pour nous. Nous allons demander... une société sur une famille qui est disloquée. Nous allons demander à Amir Abouraoui, ce que vous soulevez là est très intéressant. Nous allons demander son avis à Amir Abouraoui, qui est de la tendance séculière, qui est de la tendance républicaine, démocratique, ça veut dire opposée à l'islamisme d'une façon générale. Amir Abouraoui, vous venez d'entendre Anwar Haddam. À votre avis, est-ce qu'il est possible que les gens de votre mouvance, les démocrates, ceux qui optent pour la séparation de l'État et de la religion, pourraient prendre langue avec les islamistes sur des sujets pareils, discuter avec eux, débattre, entreprendre un véritable débat public sur les grandes questions? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Sincèrement, c'est-à-dire que il est clair, on est tous des Algériens et il est normal qu'il y ait des tendances progressistes et des tendances conservatrices. Je tente de qualifier justement certains islamistes qui ont quand même fait du chemin et qui essayent de communiquer de manière de plus en plus moderne, parce qu'il y a, comme le disait Monsieur Anwar Haddam, il y a islamistes et islamistes. Donc à partir du moment où on avoue clairement que n'importe qui peut aujourd'hui se prétendre islamiste et donc parler au nom de l'islam, chose que nous, on ne peut pas accepter. C'est-à-dire que nous sommes conscients que l'Algérie est à majorité musulmane et rien n'a pu le changer jusqu'ici. Pas même 132 ans de présence coloniale chrétienne. C'est une chose et c'est un fait. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, on ne peut pas avoir des personnes qui, comme ça, s'inventent du jour au lendemain prophètes et puissent parler au nom de la religion, parce que ceci a fait beaucoup de mal au pays. On peut se dire conservateur, et il y a des courants conservateurs partout dans le monde, aux États-Unis ou ailleurs. Il y a des courants conservateurs et effectivement, ils s'inspirent souvent du conservatisme religieux, mais sans pour autant se mettre à la place de Dieu ou à la place du prophète pour parler en son nom. Je pense que tout le monde sait que même le prophète de l'islam n'a jamais levé la main sur une femme, et s'il faut s'inspirer de lui, eh ben qu'il s'inspire de lui. Mais ceci dit, effectivement, je suis pour un État séculier où on ne peut pas s'accaparer la religion pour un parti politique et dire qu'on parle au nom de l'islam. Amir Abouraoui, vous venez de dire qu'effectivement certains islamistes ont fait beaucoup de chemin, qu'ils ont changé, qu'ils sont plus ouverts. J'ai cru comprendre cela dans vos paroles. Mais c'est le cas aussi de ceux qui se disent des démocrates, les progressistes comme vous les appelez, qui eux aussi ont fait du chemin et qui aujourd'hui acceptent de prendre langue avec les islamistes, de considérer que l'islamisme a droit de citer tant qu'il s'inscrit dans un cadre démocratique. Est-ce que vous-même, vous avez cette vision de la pratique politique, de cette vision des choses en Algérie? Est-ce que c'est possible que des islamistes et des démocrates ou des progressistes puissent discuter, débattre de grandes questions et contribuer ensemble à l'avènement d'un État de droit? Écoutez,
Écoutez, moi, selon ma petite expérience politique et de militantisme dans le mouvement Baraket, on a eu à travailler, on a des membres et des militants avec nous qui sont de tendance conservatrice. Et sincèrement, il y avait une sorte de socle commun de minimum syndical pour la démocratie, mais c'est vrai qu'on a tendance à voir que ça bloque dès qu'il s'agit du sujet de la femme. Donc le problème est quand même là. Je n'ai jamais voulu m'inscrire dans un combat purement féministe parce que pour moi, ça devient une impasse. Je n'ai pas envie de me battre uniquement pour les droits de la femme. J'estime qu'aujourd'hui, c'est les droits de l'homme en général et qu'on puisse définir la démocratie, qu'il y a quand même une définition universelle d'égalité entre citoyens et citoyennes, et qu'on ne puisse pas à chaque fois tomber dans la stigmatisation de la femme comme étant un être faible. Oui, mais Amira Bouraoui, vous répondez pas à ma question. Vous dites très vrai, mais vous répondez pas à ma question que je vous ai posée à 2 reprises. Est-ce que vous pensez Allez-y, parce que je vous entends pas très bien, mais allez-y. Est-ce que selon vous, il est possible demain que les courants islamistes ou dit islamistes et le courant dit progressiste ou démocratique ou républicain, on l'appellera comme on voudra, est-ce qu'il sera possible qu'ils puissent débattre ensemble, aller ensemble vers les consultations électorales, aller ensemble présenter leur programme et se tolérer l'un l'autre, s'accepter l'un l'autre? Est-ce que c'est possible selon vous? Alors, on est en train de voir déjà un exemple au niveau de la coordination où il y a 2 courants qui sont en train de travailler ensemble. On a celui du RCD, de Sofiane Djilali, avec Mokri, etc. Mais c'est vrai que pendant le 8 mars, j'ai eu à lire la presse, mais c'est vrai que quand ils s'expriment, toujours, on en revient que quand il s'agit du sujet de la femme, le contenu politique devient carrément contradictoire. C'est-à-dire qu'on est ensemble contre le régime et ensemble pour un état de droit et un état démocratique, mais lorsqu'on en revient à parler de la femme, eh ben on s'oppose. Nous allons poser la question à Nour Haddam, Amira Bouraoui. Nous allons poser la question à Nour Haddam. Alors, Nour Haddam, ce que dit Amira n'est pas faux. Même si lorsqu'il y a coopération, collaboration entre des mouvances islamistes et les autres, ça va très bien. La preuve, on est la CLTD justement, entre autres. Mais dès qu'il y a problème de la femme qui se pose, il y a des tiraillements, pour le moins qu'on puisse dire. Comment expliquez-vous ça? Écoutez, enfin ici, je vois ici 2 ou 3 problèmes, si vous permettez. Oui, j'en prie. Premièrement, évidemment, c'est toujours la même question, qui parle au nom de qui? Ça, c'est un point, mais on va passer ça. Je pense ici qu'il y a ce qu'on appelle un manque de culture de diversité. Parce que diversité et être ouvert au dialogue ne veut pas dire l'uniformité. Il faut accepter nos différences. Il faut accepter la majorité sans pour cela dénier le droit à la minorité. C'est cette culture qui est absente. Donc, et cela, ça doit être justement clairement vu dans nos lois, dans un état de droit. Il y a la loi générale, mais il y a des exceptions. Par exemple, sur cette question même, sur la question de la femme. Le problème, ce n'est pas l'islam, le problème, c'est les musulmans et leur comportement vis-à-vis de la femme. By the way, nous, dans notre mouvement, on se classifie parmi les sociaux-conservateurs. Donc, pour nous, la société est très importante, les droits sociaux sont très importants, les droits de la femme sont très importants. Le même travail doit avoir salaire égal, l'accès à la richesse doit être égal, etc. Sur la question de l'héritage, ça c'est la conception de l'islam regardant la monnaie et la richesse après que quelqu'un meurt. Donc il y a une loi qui doit régir ça, mais il doit y avoir des exceptions. Ceux qui ne veulent pas
ou qui ne sont d'une autre confession que l'islam doivent avoir leur aussi l'accès à l'héritage d'une manière autre que celle proposée par l'islam. Et ça, on ne peut discuter sereinement une telle question fondamentale que si on a comment dirais, ce climat démocratique, ce climat qui permettrait d'accepter un débat sérieux. Donc, c'est ça la question fondamentale. C'est justement, pour ça j'avais parlé de manipulation. Moi, je sens qu'il y a une manipulation maintenant, vu que, après tout, il y a eu un certain avancement où des partis de différents courants qui se retrouvent travailler ensemble. Ça, c'est bon, nous soutenons toujours ça, mais le problème c'est qu'ils ont maintenant, on sent qu'il y a certains partis au sein du pouvoir qui voudront bien diviser cette unité, donc ils essayent de créer comme ça des débats qui sont des faux débats actuellement, parce que on n'a pas un état de droit maintenant. Qui sont-ils pour décider sur la famille algérienne? Donc il faut justement ne pas tomber. Et à votre avis, quels pourraient être, à votre avis, quels pourraient être les voies et moyens pour que la société puisse débattre de ces grands sujets, de ces sujets tellement délicats, tellement, j'allais dire, explosifs? Selon vous, quelles sont les voies et moyens pour arriver à cet idéal? Les voies et moyens, c'est comment recouvrer la souveraineté du peuple algérien. Oui, c'est la souveraineté qui est en jeu du peuple algérien, permettre à ses représentants dignement élus, représentatifs réellement, et non pas dans des élections truquées, pour discuter de ce débat. Premièrement. Deuxièmement, avoir cette liberté de se rencontrer entre différents courants. Et il faut justement aller au fin fond des questions. C'est comment arriver dans une société diverse, et nos sociétés maintenant au XXIe siècle sont toutes à caractère divers et diversifié. C'est comment s'accepter mutuellement et se respecter mutuellement. Parce que aussi, venir par le biais de défendre les droits de la famille, essayer de s'attaquer à la question de la famille au sens de l'islam, ça aussi, c'est pas bon. Mais de l'autre côté, défendre la famille dans le sens archaïque, ça aussi, c'est pas acceptable. Très bien. D'accord. Donc c'est ça, il faut trouver ce climat pour débattre. Maintenant, je pense qu'il faut avoir un moratoire sur ces questions-là. La question priorité, c'est comment arriver à un état de droit d'une manière pacifique. Bien sûr, nous parlons toujours d'une manière pacifique. En Algérie, c'est ça la question de fond maintenant. C'est comment discuter sur ces problèmes essentiels. Quelle est la place de la religion dans la société? Si vous allez revoir notre mémorandum du mouvement pour la liberté et la justice sociale en juin 2001, nous avons déjà parlé de ça, que personne n'a le droit de s'accaparer le droit de parler au nom de l'islam. Ni l'État, ni les partis politiques, ni les personnes. Merci. Ça justement, et ça fait partie. Mais il y a aussi le processus démocratique. Il ne faut pas qu'il y ait des mais dans le processus démocratique. Oui, mais. Non, on ne veut pas ça. Tous les Algériens ont le droit de se représenter, on le droit d'aller aux élections, on le droit de se présenter, et c'est au peuple de choisir. Et après cela, évidemment, comment respecter le droit de la minorité, etc. etc. C'est ça, c'est les questions de fond qu'il faut. Je ne sais pas si nos téléspectateurs l'auront remarqué, mais vous venez de faire des déclarations magistrales. Je les invite donc à les réécouter. Je vous remercie, Anwar Haddam, en espérant vous revoir bientôt. Amira Bouraoui, nous avons largement dépassé le temps imparti, donc vous avez 1 minute pour conclure, si vous voulez. Je trouve que je tiens à saluer Monsieur Anwar Haddam, qui vient de dire sur votre plateau que nul n'a le droit de parler au nom de l'islam, ni l'État, ni les partis politiques. Et je pense qu'à partir de là, je pense qu'on pourra réellement avancer, car la démocratie et un état de droit ont une définition universelle où citoyens et citoyennes doivent être égaux face à la loi. Et on n'aura rien inventé, absolument rien. Merci Amira Bouraoui, merci Anwar Haddam, en espérant vous revoir tous deux bientôt dans nos émissions. Salam alaikum, bqaw ala khair, salama.